Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S804 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 avril 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque pour parler de la gestion des couleurs à l'impression. Alors il y a quelques mois, dans la première partie de cette grande émission, nous nous étions arrêtés, Patrick, à la reproduction des couleurs sur un écran. Nous avions parlé des écrans dits art graphique, qui sont plébiscités pour leur précision et la richesse des couleurs qu'ils sont capables de reproduire. Nous avions aussi introduit les notions d'espace couleur et de gamut, qui vont être très importants aujourd'hui, puisqu'elles sont en quelque sorte le point de départ de notre masterclass. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler ce qu'est l'espace couleur associé à une photo et à quoi correspond le gamut d'un écran? Et tu peux nous mettre peut-être le décompte du quiz, tu sais. Et oui, alors là, en plus, tu demandes de faire court sur des sujets comme ça. Non, mais on va essayer de faire court. En fait, effectivement, quand on va faire une photo, alors en fait, on va aborder ça de trois façons différentes. C'est-à-dire qu'en gros, un appareil photo va nous permettre plusieurs choses. On va travailler, alors ce que je conseille à tout le monde, c'est de travailler en RAW. Pour la simple et unique raison, déjà, c'est que dès le départ à la prise de vue, on s'affranchit de cette notion d'espace colorimétrique. C'est-à-dire qu'en gros, en RAW... Même si on a coché Adobe RVB ou SRVB. Mais on va y venir. Pourquoi on coche Adobe RVB ou SRVB? C'est simplement que on a besoin quand même de visualiser nos images sur le petit moniteur de notre appareil photo. On part du principe qu'ils en ont tous. Et en gros, tous les pré-réglages qu'on va avoir mis dans notre appareil photo, l'espace qu'on va avoir défini dans l'appareil va nous permettre de voir quelque chose. Après, si on travaille qu'en JPEG, effectivement, il faut essayer quand même d'inscrire les images dans un gamut. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gamut? En fait, c'est une notion d'espace colorimétrique qui va définir toutes les couleurs que va être capable, là, on va dire, d'enregistrer un appareil photo. Alors, vous allez me dire, mais si un appareil photo, il fait Adobe RVB et sRVB, je prends quoi? Alors, je dirais qu'à la base, si on fait que du JPEG, mettez-vous dans l'Adobe RVB, comme ça vous êtes sûr que vous êtes dans l'espace le plus grand possible qui soit, déjà. Et si vous vous dites que vos images vont être uniquement qu'à destination du web ou des choses comme ça, on pourrait s'affranchir et se dire sRVB. Moi, je conseille d'oublier le sRVB, de se mettre en Adobe RVB direct. Et le principal conseil, c'est de se mettre en RAW. Et c'est une fois qu'on va traiter nos images dans un logiciel, en fait, qui parfois va lui-même avoir son propre espace, justement, déjà de travail. C'est à l'export du fichier, quand on va vouloir faire un JPEG pour l'impression ou envoyer un labo, c'est là qu'on va définir l'espace dans lequel on va vouloir travailler. Ok. En gros, on va le schématiser comme ça. Et le gamut d'un écran? C'est un petit peu la même chose. On va dire que le gamut d'un écran définit tout ce que l'écran va pouvoir reproduire en matière de couleur. Donc, on dit que mon écran est... C'est le grand truc qu'on recherche, full Adobe RGB. C'est-à-dire qu'il est capable de reproduire tout l'espace Adobe RVB. Alors, les fabricants d'écran, en général, ils disent 99,9. Histoire de... Comme ça, s'il n'était pas 100%, j'ai pas d'embrouille. En général, pour tous les écrans que j'ai pu tester, ils sont même au-delà, en théorie, de l'Adobe RGB. Ils font 105, 106. Mais voilà, ça définit en gros tout ce que l'écran est capable de reproduire. J'insiste sur une chose que je dis toujours, c'est pas parce qu'un écran est full Adobe RVB qu'il est bon. Ça, on va peut-être en reparler après. Oui, et puis bon, on peut réécouter la première émission, on en a beaucoup parlé. La première, on en a parlé. À la fin de l'émission. Mais voilà, pour expliquer ce qu'est le gamut, un écran, il est capable d'afficher le full Adobe RVB. Pour les vidéastes, en HD ou en 4K, il est Rec 2020 ou Rec 709, etc. Ce sont des espaces qui correspondent au fait aux normes de la vidéo. Bon. Voilà. Alors maintenant que ces éléments sont bien posés, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible quelle est l'importance de la gestion des couleurs au moment de l'impression. Et pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'Arnaud Frisch, également comme toi, grand spécialiste de la gestion des couleurs, et qui propose sur son site internet guide-gestion-des-couleurs.com de nombreux tests de produits autour de cette thématique. Tout le processus de gestion de la couleur a été inventé pour conserver, si possible, la même couleur de ce que l'on a photographié jusqu'à l'utilisation finale, que ce soit un usage web sur un écran et évidemment un tirage.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, c'est même là qu'on avait le plus de problèmes. C'est-à-dire que quand on comparait ce qu'on avait vu, ce qu'on avait pris en photo et ce qu'on cherchait à imprimer, il y avait vraiment énormément d'écart. À tel point que même quand on n'était pas tatillon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, le processus de gestion de la couleur, tous les outils surtout liés à la gestion de la couleur ont été inventés pour rendre la vue à un appareil photo, rendre un écran correct en très bon grâce au calibrage et évidemment avec l'impression, ça permet de parfaitement adapter, de parfaitement corréler une imprimante, un papier qui a ses propres caractéristiques, de telle sorte qu'on ait à la fin un tirage qui, même, j'insiste, quand on n'est pas tatillon, va vraiment vous rendre votre imprimante comme si elle était très bonne à la sortie du carton. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, systématiquement, quand les gens s'intéressent à la gestion de la couleur et veulent aller plus loin, c'est tout simplement que de passer à un tirage qui paraît très correct, on a juste besoin sur une ou des couleurs d'avoir un rendu beaucoup plus fidèle à ce qu'on a à l'écran, un ciel bleu, une robe, la couleur d'une fleur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le tirage brut était très bien pour monsieur et madame tout le monde, mais si on a une intention, c'est-à-dire qu'on a vu une certaine couleur, un certain ciel bleu, et qu'on veut ce même ciel bleu, à ce moment-là, il faut calibrer. Même en 2024, il faut calibrer. Les imprimantes sorties d'usine ne sont plus suffisantes. Bon, c'est vrai, finalement, à quoi bon passer des heures et des heures en retouche, en post-production, pour obtenir au final, sur son tirage, des couleurs qui correspondent pas à ce qu'on a vu sur son écran, à ce qu'on a vu dans la nature quand on l'a photographié, ou même à ce qu'on a imaginé. C'est vrai que alors si on part effectivement, on part de la fin en fait, on va dire du tirage. Euh, la question à se poser, c'est comment déjà être sûr que mon tirage que j'ai imprimé est juste. Ça sous-entend déjà, on a parlé d'écran, on en a parlé dans la précédente émission. L'élément le plus important de notre chaîne graphique, c'est l'écran. Donc après, comme je le dis souvent, Adobe RVB ou pas Adobe RVB, Arnaud le précisait dans ce qu'il vient de dire, ce qui importe, c'est que l'écran soit fidèle. On a parlé de gamut tout à l'heure. Le gamut d'un écran, c'est une chose, mais s'il a un grand gamut, mais qui n'est pas fidèle dans la reproduction, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Puisque et ce qui suppose de mettre à jour la calibration, du coup. Alors, déjà, un écran, alors certains hauts de gamme, sortis de boîte, sont franchement étonnamment ultra fidèles. Enfin là, on parle d'écrans qui coûtent 3 000 ou 4 000 euros. Il y a d'autres écrans un peu moins chers, mais qui sont chers, qui sont aussi très fidèles. Mais on part du principe qu'on va calibrer son écran pour s'assurer que ce qu'il est capable de montrer soit juste. Ça, c'est déjà fondamental. À partir du moment où on est sûr qu'on travaille sur un écran qui montre des couleurs justes, alors il ne va pas forcément nous montrer toutes les couleurs de notre image. Ce qui montre est juste. On est sûr que si on travaille avec une imprimante qui est calibrée ou avec laquelle on utilise des profils, on est sûr d'une véritable cohérence. D'accord ? Ça, c'est super important. Arnaud disait tout à l'heure, j'ai un ciel bleu, je veux absolument avoir ce ciel bleu sur mon tirage. Alors, on va être dans les limites de ce que va être capable de nous montrer notre écran, c'est-à-dire le bleu, peut-être que ce bleu-là, par rapport à ce que me montre mon écran, il est peut-être un petit peu au-delà. D'accord ? Peut-être que le papier que je vais utiliser, selon les caractéristiques du papier, un papier photo brillant, un papier barité, un papier mat, c'est des caractéristiques différentes. Il faut s'enlever déjà de l'esprit d'une chose, calibration ou pas, entre ce que va nous montrer un écran aussi bon qu'il soit et une imprimante aussi bien calibrée qu'il soit, il y aura toujours un petit écart. Il ne faut pas se voiler la face. La gestion de la couleur ne résout pas tout, ne va pas faire d'un mauvais écran un très bon écran, etc. etc. Il faut savoir justement les limites de ce qui est capable de nous montrer notre écran, et les limites des papiers. C'est vrai pour les papiers chez d'encre, c'est vrai en labo, etc., etc. Donc il faut déjà garder ces notions à l'esprit, c'est très important. Les limites, finalement, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est les capacités à reproduire les couleurs. Donc c'est le gamut, c'est parce qu'il faut préciser que chaque périphérique, papier, impression, imprimante comprise, ont leur gamut propre. Bien sûr, et en parlant d'impression, il faut savoir aussi qu'un papier, c'est-à-dire une référence d'un papier, on va en prendre un au hasard, le Photorac Barita d'Anomuleux par exemple, sur une P900 d'Epson ou sur la Pro1000, il a des rendus différents. C'est pourtant bien le même papier, mais en fonction de la machine et des encres avec lesquelles on va l'utiliser, il n'aura pas forcément le même rendu. Donc c'est des choses qu'il faut bien garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres qui peuvent influer sur ce fameux gamut, Tout à fait. qu'on va appeler de
reproduction des couleurs. Donc, on a, comme tu l'as dit, la technologie d'impression, le type d'encre, le papier. Je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres encore qui peuvent intervenir. Non, ce sont des paramètres essentiels. On va voir qu'il y a des incidences après d'autres choses, mais les paramètres essentiels, c'est de se dire déjà que selon l'imprimante, j'ai X couleurs, j'ai des 6 couleurs, j'ai des 8 couleurs, j'ai des 10 couleurs. Ça veut bien dire qu'entre 6, 8 et 10, il se passe des choses. Donc, ça veut dire que le même papier va être capable de s'exprimer le plus pleinement possible, mais il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est très, très, très important. Après, il y a les conditions d'observation aussi d'un tirage qui vont faire que, selon l'illuminance, la température de couleur, selon l'intensité même d'une lumière, tout ça influe aussi sur le rendu global, colorimétrique, etc., etc. Et jusqu'à quel point on peut anticiper justement par rapport à ça, en fonction du gamut donné, par exemple, ou indiqué par le constructeur et par le papetier? Bien sûr. Alors, on part d'un principe que notre écran a été calibré, donc il est fidèle. Il y a un principe qu'on utilise qui s'appelle l'épreuvage écran, ou softproofing pour ceux qui connaissent le terme en anglais. Ça va nous permettre de simuler sur notre écran, avec le logiciel de retouche qu'on utilise. Alors, ce que je vais dire là est vrai pour Photoshop, c'est vrai pour Lightroom, c'est vrai pour DxO Photolab, etc. Tous ces logiciels ont cette possibilité de pouvoir simuler à l'écran le rendu du papier qu'on va utiliser. C'est important pour deux raisons. D'abord, ça permet d'anticiper à moindre coût, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'imprimer un tirage de référence. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça peut aussi nous donner les moyens, dans certaines limites, et puis dans ce qu'on est capable de faire aussi, de pouvoir se dire, tiens, je peux encore peut-être un petit peu intervenir sur mon fichier et essayer. Je vois que par rapport à ce que j'avais décidé qui était bon quand j'ai fait ma post-prod, quand je fais la simulation écran, je dis merde, j'ai perdu un peu de couleur, j'ai perdu un peu de pêche, un peu de contraste, etc. Je peux encore rejouer. Alors, on part du principe qu'on travaille sur une copie d'écran ou sur un fichier RAW, là, c'est non destructif. Ça permet d'anticiper. Ça ne simulera pas le rendu physique d'un papier, c'est-à-dire la matière, bien entendu, que ce soit un papier brillant, mat, un papier qui a un peu de surface, etc. Ça ne le simule pas. Mais ça permet de prévoir et d'anticiper le rendu des couleurs et en même temps le blanc du papier. Parce qu'on peut aussi le simuler. Ok. Donc du coup, ce qui est associé à ce gamut dont on est en train de parler, imprimante plus papier, c'est un profil ICC. On le trouve où, ce profil ICC? Qui le donne? Qui le fait? Comment ça se passe? Alors, si on repart de l'écran, c'est nous qui le créons. C'est-à-dire que quand on va faire notre calibrage d'écran, à la fin de l'étape, qu'on soit sur Mac ou PC, le logiciel va directement mettre le profil ICC qui va bien, à l'endroit qui va bien, pardon. Dans le cadre du papier, on va avoir deux possibilités. Soit je m'en remets, alors on part de papier indépendant. Quand on installe une imprimante et qu'on n'utilise que les papiers d'Epson ou les papiers de Canon avec sa machine Epson ou Canon, les profils sont intégrés au pilote, c'est déjà dedans, c'est installé à l'installation. Pour les profils des papetiers, on va avoir deux possibilités, même trois, on va dire. Premier choix, qui n'est pas des plus idiots, je vais sur le site du papetier, j'ai une correspondance par rapport à la machine, les papiers, je prends le ou les papiers dont j'ai besoin, ça va me donner les profils, je vais télécharger les profils, et une fois sur mon ordinateur, sur Mac, je vais l'installer moi à la main dans le dossier qui va bien, le dossier Color Sync, et sur PC, je fais un double clic et théoriquement, ça va l'installer dans le dossier Color tout seul. Donc les constructeurs de papier mettent à disposition des profils ICC pour toutes les machines qui existent. Exactement. Alors, toutes les machines. Surtout les machines photo. Si vous avez une petite bureautique 4 couleurs, cherchez pas pour une petite... on parlait de la machine de Benjamin tout à l'heure, sans déprécier la qualité de cette machine, mais c'est pas une machine photo, il y aura pas de profil pour cette machine. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce qu'on parlait du multifonction. Non, mais je veux dire... qu'on va pas considérer au même titre. Mais il y a des multifonctions. Epson, par exemple, a aujourd'hui une machine EcoTank, le T8550, c'est un multifonction photo, qui a 6 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, un noir pigment et un gris. Pas tous les fabricants, mais la plupart des fabricants de papier qui ont pignon sur web, on va le dire comme ça, proposent les profils pour cette machine. Voilà. Alors évidemment, les machines photo, P700, la Pro 300 de Canon, la Pro 1000, la P900, puis toutes les autres machines, bien entendu, ont leur profil. Et il y a aussi des déclinaisons pour certains fabricants de papier de profils adaptés à certains RIP. Ok.
Et donc, si on ne trouve pas ces profils ICC sur le papier ? Si on n'a pas ces profils, maintenant on peut les avoir, mais on peut aussi vouloir faire soi-même ces profils. Donc là, ça impose l'acquisition d'un outil un petit peu particulier, au même titre qu'on a un colorimètre pour faire la calibration d'écran. Là, on va investir sur une solution autour d'un spectrocolorimètre qui va nous permettre en gros de faire la même chose qu'on ferait avec un écran. Mais là, en fait, au lieu d'envoyer des patchs à l'écran, on imprime des séries de patchs sur du papier qu'on va mesurer. Et selon le même principe que l'écran, le profil va aller s'installer dans les dossiers qui vont bien et on pourra les utiliser après. D'accord, c'est très bien, docteur. Et alors, attends, troisième procédé. Ça coûte cher quand même, un spectro. Certains fabricants de papier, je pense à Permajet par exemple, vous téléchargez une charte, vous l'imprimez, vous envoyez chez eux la charte et vous renvoient le profil. Ouais. En France, on a quelqu'un qui s'appelle, que beaucoup de gens connaissent, Christophe Métairie. Christophe Métairie propose le même principe. Vous imprimez une charte, vous lui envoyez la charte et il vous fait des petits profils sur mesure aux petits oignons. Qu'est-ce que tu préconises, toi, de manière générale ? C'est de faire confiance plutôt aux profils ICC fournis par les constructeurs qu'on peut télécharger ou d'aller faire les siens ? Et si oui, du coup, comment procéder pour vraiment les faire ? Est-ce que ça vaut le coup, en gros, d'investir dans un spectro ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, on va dire. Pour une grande partie des utilisateurs, les profils mis à disposition par les fabricants de papier, ils ne sont quand même pas idiots non plus, ils sont quand même maintenant de qualité. Ils utilisent des outils de mesure qu'on pourrait utiliser nous, ou des outils, voire même des solutions beaucoup plus professionnelles. Et on a vraiment des profils qui sont très, 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 très corrects. Maintenant, pour des photographes qui sont un petit peu plus tatillons, je ne sais pas comment on va dire, mais qui veulent aller plus loin, ça peut être intéressant de faire soi-même ses propres profils, pour une raison très simple, un petit peu à l'image où à l'époque on achetait nos péloches par lot. Pourquoi on achetait nos péloches par lot ? Parce qu'on était sûr que quand on partait en reportage avec 50 péloches, ça venait du même lot et de la même planche de film à la fabrication. Les lots papier sont un petit peu pareils et on peut raisonnablement se dire qu'entre un couchage X et un couchage Y, il peut y avoir une petite différence. Ouais. Donc, je dis bien qu'on est très tatillon, parce qu'il faut vraiment avoir l'œil. Mais on a intérêt à faire soi-même ses profils. Voilà. Bon. Maintenant, il y a certains papiers, honnêtement, des papiers japonais par exemple, je recommande de bien faire soi-même ses profils quand on le peut. Mais ça implique un investissement. Pour quelle raison ? La Wagami, par exemple ? La Wagami, moi je sais qu'au début d'Awagami, moi qui utilise ces papiers, par exemple le Bizan, tu sais que je suis amoureux de ce papier, les premiers profils, les premières générations de profils qui étaient fournis par Awagami, c'est pas génial. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est un chouette papier, j'ai vu des résultats intéressants. J'en ai parlé donc à l'importateur. Il m'a dit, ouais, mais là, il y a eu des profils quand même sur mesure qui ont été faits. Je me suis dit, je vais faire moi-même aussi des profils sur mesure. Et oui, il y avait vraiment un gap. Alors du coup, pour faire ses propres profils ICC, comme tu l'as dit, il faut investir dans un matériel spécifique, ce qu'on appelle un spectrophotomètre. On écoute de nouveau Arnaud Frisch nous parler des solutions qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Alors aujourd'hui, sur le marché, il existe deux produits plutôt amateurs avertis, voire pro. Moi, je les utilise. Il y en a un que j'aime énormément. Et après, il existe un modèle beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus cher. Donc, vous avez dans les deux grandes marques très connues aujourd'hui, dès qu'on parle de calibrage, vous avez Calibrite qui fait un produit qui est très connu parce qu'il existe depuis très longtemps, parce qu'il est basé sur un spectrophotomètre. Donc, c'est un vrai appareil d'analyse de la lumière par la mesure de la longueur d'onde. Donc, c'est extrêmement précis. Il a été démocratisé sous le nom on l'a beaucoup entendu, sous le nom de Color Monkey, le fameux Color Monkey. Un gros appareil là, qui tient dans la main, qui permet de faire une mesure de patch coloré quand on calibre une imprimante. Ce produit a été reconduit, donc au début, il était vendu par la marque X-Rite, qui a été racheté, qui a été refondé sous le nom maintenant Calibrite. Le produit est toujours décliné. Il s'appelle maintenant Color Checker Studio, CC Studio. C'est un produit qui coûte dans les 500 €. C'est un vrai spectrophotomètre qui fonctionne très très bien depuis plusieurs années. Et la marque concurrente Datacolor a le Spider X Studio. Et selon mes propres essais, il semblerait que, en fait, tout va dépendre des couleurs un peu saturées qu'on va chercher à calibrer. Si on prend des couleurs peu saturées, des couleurs qu'on observerait, qu'on photographierait dans un espace couleur, le fameux standard rouge-vert-bleu, le sRGB, eh bien là, vous allez voir que très honnêtement,
entre Datacolor et puis Calibrite, on a deux produits, pour moi, vraiment similaires. Et là, on est moins cher chez Datacolor, d'une centaine d'euros. En revanche, dès qu'on commence à vouloir calibrer des couleurs un peu plus saturées, un peu plus spécifiques, clairement, pour moi, il y a un gap grâce au Color Checker Studio. Grosso modo, les gamutes des couples imprimantes papier, on va essayer de raisonner d'une manière générale. Ils sont plus étendus que le sRGB, plus étendus que l'Adobe 98, où ils ont juste pas tout à fait la même forme. Alors, ils sont plus étendus que le sRGB, ça c'est certain. Enfin, pour certains papiers. En fait, il faut déjà un petit peu considérer les papiers. Les papiers, on a les papiers photos. Moi, je les classe comme ça. On en a déjà parlé. C'est ma classification, mais que je trouve logique. Les papiers photos, donc brillants, satinés, perlés, tout ce qu'on veut. On a les papiers barités, qui ont différents petits apais de surface. On a même des mats maintenant dans les barités. Et après, on a tous les papiers fine art. Entre un papier photo barité et un papier fine art, il y a une différence de gamut. Les papiers fine art, en général, qui sont des papiers mat, comme tous les papiers mat, ont un gamut un peu plus restreint que les papiers dits photo ou les barités photo. On va dire. Donc ça, c'est déjà les différences entre ces papiers. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, entre différents papiers photo, oui, il y aura des petites différences, mais on sait que déjà, la plupart de ces papiers couvrent le sRGB, y compris les mats. Ça se corse et ça se complique un petit peu avec l'Adobe RVB, bien entendu. Aujourd'hui, un papier, quel qu'il soit, même un papier brillant, ultra brillant, moi je me rappelle de l'Ilford iGloss qui était un papier, bon c'était un RC, mais absolument sublime, qui claquait, etc. On ne tapait pas la totalité de l'Adobe RVB. J'en connais très très peu aujourd'hui qui peuvent revendiquer de couvrir tout l'Adobe RVB. Mais je vais aller plus loin dans la réflexion. Je dirais que dans 80... Allez, c'est peut-être osé de donner un pourcentage que je ne le connais pas vraiment, mais je dirais qu'entre 85, peut-être 10% des images qui sont produites aujourd'hui dans le monde, elles sont dans le sRGB. Pour beaucoup. Même si elles sont inscrites dans le Adobe RVB, parce qu'on peut les inscrire dans le Adobe RVB, toutes les couleurs qui sont dans ces photos tiennent en gros dans le sRGB. Ce qui explique aussi une chose, c'est que beaucoup de tireuses de labo sont calées sur les sRGB. Petit point sémantique, Patrick, on a entendu Arnaud parler à nouveau de spectrophotomètre. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un spectrophotomètre et colorimètre ? En fait, l'outil vraiment qui est utilisé, des outils dont parlait Arnaud, c'est des spectrocolorimètres. On les appelle comme ça parce qu'ils sont vraiment réellement dédiés à la couleur. Il y en a des chers, des moins chers, des très très chers. Il a donné deux solutions, par exemple, pour les colorimètres, en fait. Les spectrocolorimètres, la solution de Calibrite, qui est effectivement l'ancien ColorMonkey d'X-Rite. Et il y a le Spider Checker, effectivement, qui est aussi un spectro. Lui, ce spectro ne peut faire que du papier. Alors que l'ex-ColorMonkey, par exemple, de Calibrite, pourra faire le papier, mais pourra aussi faire l'écran. L'imprimante. Non, l'écran et l'imprimante. Il pourra faire les deux. Des solutions plus chères qu'utilisent notamment beaucoup de labos aujourd'hui sont articulées autour de l'i1 Pro 3 aujourd'hui dans sa dernière déclinaison. C'est un spectrocolorimètre aussi, mais qui n'est plus dans le giron de Calibrite, qui est resté dans le giron d'X-Rite. C'est un petit peu comme ça que se sont dissociées les choses. Et on va dire que ce sont des outils aujourd'hui qui sont parfaitement adaptés pour le papier. Le spectrophotomètre, il a un rôle un peu plus large, il est beaucoup plus coûteux, et ce n'est pas l'outil qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour cet usage-là. Donc en fait, si on raisonne de manière un peu plus globale, on peut avoir des problèmes que dans de rares cas où finalement sur notre fichier, on a des couleurs qui sont à l'extérieur du gamut de reproduction du couple imprimante plus papier. C'est là qu'on peut avoir du coup des aplats, des cassures dans les dégradés. Comment ça se manifeste sur le tirage, ces trucs-là ? Alors en fait, les choses qui vont pouvoir déjà apparaître, effectivement, c'est que selon les papiers, et même au sein d'une gamme de papiers, mais là c'est vrai pour n'importe quelle marque, une gamme par exemple de papier fine art, on va surtout parler des papiers fine art parce que c'est eux en théorie qui ont le gamut le moins étendu par rapport au papier photo. C'est justement quand on va pouvoir simuler les rendus de ces papiers à l'écran, on va se dire que tiens, ce papier-là, mes couleurs à moi, il me les rend pas vraiment comme je voudrais. C'est tout l'intérêt du soft proofing. Il faut être sûr de sa calibration.
on part du principe que c'est posé dès le départ. Si on n'a pas un écran qui est calibré, c'est même pas la peine d'espérer se dire que, avant même de parler des purvages écran, je vais comparer mon tirage à quoi? Si mon écran n'est pas calibré, je ne sais pas si le fichier qui sort de mon appareil photo est correct. Donc, on part du principe que ma chaîne graphique, elle est en gestion de couleur, elle est calibrée, mon écran est calibré. Tu calibres ton appareil photo, toi? Non. Alors franchement, en dehors du studio, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive aussi pour certaines séances macro, où là, j'ai toutes les color checkers, j'ai la nano toute petite, j'ai les moyennes. Selon le sujet, ça peut m'intéresser parce que je veux garder une certaine unité sur toute ma série, donc je vais le faire. Mais imaginez un reporter sur le terrain, un reporter de guerre, hein, il va jamais aller mettre une color checker ou quoi que ce soit. Non, on a aujourd'hui des appareils, franchement, qui gèrent plutôt bien tout ça. Les balances des blancs, tous ces trucs-là sont plutôt bien gérés, donc je vois pas trop l'intérêt. Par contre, oui, l'écran, c'est majeur. Ça, on l'a déjà dit dans l'émission précédente. Sans écran calibré, on travaille en aveugle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on voit. On voit quelque chose, hein, mais on n'est pas sûr. Et ça implique que, derrière, si je veux être sûr de m'assurer que je vais avoir une correspondance et un dialogue, surtout parce qu'un écran calibré a donc un profil, mon imprimante et mon papier ont un profil, ils échangent, ils communiquent entre eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est fait un profil, mais en gros, hein, il y a 2 tables dans un profil. Il y a ce qu'on a mesuré, il y a une autre table qui va correspondre avec l'équivalent du profil du papier, et ils vont échanger leurs informations, et le but est de retranscrire le mieux possible, je dis bien le mieux possible, pas forcément exactement, mais au plus près possible, et matcher ce qui est possible entre les 2 espaces des papiers. L'intérêt du profil, il est là, quel que soit l'échange, hein. Alors, parmi les paramètres qui influent sur la taille de ce gamut imprimante plus papier, tu soulignes évidemment l'importance fondamentale du papier, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment aussi la technologie d'impression et peut-être même plus particulièrement le nombre de cartouches d'encre différentes exploitées par les imprimantes. Alors, 2 constructeurs proposent des imprimantes photo professionnelles, Canon et Epson, qui, sur ce sujet-là, ont des approches différentes. On vous propose d'écouter le témoignage de Sébastien Corlouer, qui est responsable de département marketing produits et CPS de Canon France. Il nous expliquait les outils software et hardware que l'on peut retrouver sur l'une de leurs imprimantes photo, la Pro1000, pour la restitution des couleurs. Il faut imaginer que l'œil voit le spectre des couleurs de manière extrêmement étendue, mais nos écrans vont nous restituer qu'un certain nombre de couleurs, certaines ne peuvent pas être restituées par les écrans. Et les imprimantes sont encore plus handicapées finalement que les écrans, puisque le champ des possibles va être d'autant plus limité. Donc pour contrecarrer ça et permettre en fait de retrouver une fidélité de couleurs beaucoup plus importante, on va rajouter des cartouches. Et là, sur la Pro1000, on a rajouté du rouge, du bleu et du cyan photo et du magenta photo avec des nuances plus claires, plus foncées, pour pouvoir en fait permettre de donner le maximum de fidélité en termes de reproduction de couleurs. On va avoir par exemple des rouges beaucoup plus profonds qui vont être un peu moins ternes, pareil pour le bleu. Et on va avoir surtout une plage de nuances beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le photographe, quand il va imprimer sa photo, ce qu'il a à l'écran et ce qu'il va avoir sur son papier va être extrêmement proche, ce que tu n'auras pas avec des imprimantes classiques. La recherche vraiment et la philosophie qui est derrière ces imprimantes, c'est vraiment d'offrir une fidélité la plus poussée possible par rapport à la photo qu'on a à l'écran. Alors on met 2 choses à disposition des utilisateurs pour leur faciliter la vie. Il y a une première parade qu'on met à disposition depuis, j'ai envie de dire un peu la nuit des temps, c'est les profils ICC de tous les papiers Canon, mais pas que. On va, nous, proposer des papiers Canson et Hanemul qui sont commercialisés aussi chez Canon. On a des partenariats avec eux. Et surtout, on travaille avec les fabricants pour que les fabricants de papier puissent proposer un profil ICC adapté à leur papier. Souvent, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'aller directement chez le fabricant de papier s'ils n'ont pas du papier Canon pour télécharger le profil ICC qui va bien, puisque en général, les fabricants ont fait leur profil, ce qui sont plus à même que nous de connaître le papier. La deuxième chose qu'on met à disposition, c'est le logiciel lui-même, Professional Print Layout, qui est en fait un logiciel d'impression intuitif.
L'idée, c'est tout le monde n'est pas à même de calibrer son écran ou de calibrer son imprimante pour avoir une chaîne de l'image calibrée d'un bout à l'autre. Donc, nous, ce qu'on propose dans le logiciel, en fait, c'est la possibilité d'imprimer 2 planches contact directement sur son papier. Donc, on choisit son papier, on dit voilà, j'ai tel papier, et on fait imprimer une planche contact. Et cette planche contact, elle va proposer différentes itérations en faisant varier le cyan, le magenta et le jaune. Et la même chose en luminosité et en contraste. Donc on va pouvoir avoir énormément d'itérations différentes avec des pas, on choisit des pas très grands, des pas plus petits, en se disant bah voilà, j'aimerais plutôt choisir une image qui va tirer par exemple plus vers des tons chauds, et ensuite on peut venir affiner plus progressivement. Et il suffit de rentrer ces corrections-là, et ensuite on peut tirer l'image en grand et elle sera fidèle à la vignette qu'on a choisie. Bon, ça paraît logique, évidemment. Plus on a d'encre différentes, plus le gamut a des chances d'être étendu. Bon, ça inclut C'est une évidence. un passage à la pompe à essence plus douloureux. Ah bah, le prix d'un plein d'une promille, c'est dans les 700 €, je crois. La base de l'impression, Patrick, c'est le CMJN. Pourtant, Canon rajoute du rouge et du bleu. Oui, non mais c'était très intéressant ce qu'a dit Sébastien. Il a bien souligné l'importance aujourd'hui des profils chez les fabricants. Ils savent faire. Donc effectivement, moi je redis encore une fois, je conseille d'aller récupérer les profils des fabricants. Ensuite, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, plus on a de couleurs, plus on va se porter. À la base, l'impression, on va se caler sur l'offset, c'était du cyan, du magenta, du jaune et du noir. On imprimait avec 4 couleurs. À l'époque, déjà, on s'est dit, c'est bien ces 4 couleurs, mais ça ne nous permet pas de tout reproduire. Nos images viennent du RVB. On sait que l'espace du RVB est beaucoup plus large déjà que ce que va reproduire le CMJN. Donc déjà, à l'époque de l'impression offset, alors en pub et en com, pas pour un magazine, sauf pour les couvertures, on était capable de rajouter une 5e couleur, une 6e couleur. Les tons Pantone n'ont pas été créés pour les chiens. Ça permettait d'étendre déjà à l'impression l'espace colorimétrique par rapport au CMJN. C'est quand même très coûteux. Pour l'impression jet d'encre, c'est la même chose. Au départ, l'impression jet d'encre, c'était 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Et puis on s'est dit, ouais, mais on ne peut pas reproduire tout ce qu'on veut. Donc on a commencé à rajouter cyan clair, cyan light, magenta light. Bon, ça change de nom selon le fabricant. Et puis on s'est dit, bon, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc, il y a eu plein de tentatives. On a rajouté du rouge, du bleu, il y a eu de l'orange, il y a eu du vert, il y a du violet chez Epson. Enfin, il y a énormément de manières d'étendre le gamut reproductible d'une imprimante en rajoutant des couleurs. Là, aujourd'hui, on est au taquet avec 12 couleurs sur une promille, puisque c'est celle dont parlait Sébastien. Alors, quand on dit 12 couleurs, en vérité, c'est 11, parce que la 10e, c'est le Gloss Optimizer qui permet de réduire les défauts de surface entre ce qui est imprimé et ce qui n'est pas imprimé. Donc, ça fait 11 couleurs, on va dire. Mais voilà, ça alors, on pourrait très bien s'imaginer un jour une machine avec 16 couleurs. Mais bon, quand on sait déjà, on l'évoquait tout à l'heure, le prix d'un plein d'une promille, une promille, je crois, coûte en prix conseillé, je crois que ça doit être 1 200 € aujourd'hui. Ou 1 300 €. En 2 pleins, c'est le prix de la machine. Le plein, c'est 700 et quelques euros, je crois, de mémoire. Avec le coût du papier, avec les outils qu'on a évoqués. Associé au papier, qui n'est pas donné non plus quand on monte en gamme. Les outils, si on veut faire ses profils, un écran, ça fait cher. Donc... Mais voilà, effectivement, comme Arthur le soulignait, on étend le gamut d'un couple papier-imprimante, plus il y aura de couleurs, plus on pourra l'étendre. Maintenant, attention, il ne faut pas oublier aussi que quand un fabricant de papier ou même un fabricant d'imprimante opte pour des papiers, Canon a des partenariats avec Annemule et peut-être Canson, je crois, je ne sais plus. Enfin bon, les fabricants de papier, quand ils conçoivent leur papier, ils ont un petit cahier des charges aussi à leur tête en se disant, voilà, il faut que ça corresponde aux machines sur lesquelles on va imprimer. Alors, ça va aussi poser une problématique aux fabricants de papier, c'est qu'on a 2 types d'encre sur le marché aujourd'hui. Je crois que tu voulais en parler. On a des encres à colorant et les encres pigmentaires qui ont chacune leurs caractéristiques et surtout, je dirais, qui correspondent plus ou moins aussi à des catégories de papier où elles vont donner le meilleur rendement d'elles-mêmes. On ne parlera pas des choix technologiques pris par les fabricants d'imprimantes, l'impression thermique chez Canon, l'impression micro-piezo chez... Ça n'a pas d'incidence. Ouais. Mais le choix des encres
a une incidence. Oh, mais grosso modo, toutes les imprimantes photo pro utilisent des encres pigmentaires. Aujourd'hui, oui. De toute façon, quand on regarde la gamme Canon, il y a deux imprimantes, on va dire, pour l'amateur expert, au sens noble du terme, etc. Il y a la Pro 200 qui reste dans la famille Pixma classique, qui est des encres à colorant, et la Pro 300 qui opte les mêmes encres pigmentaires que la Pro 1000. Et chez Epson, aujourd'hui, c'est la P700, P900 qui sont le sommet des imprimantes photo, c'est de l'encre pigmentaire. Pour en revenir à la gestion des couleurs, proprement parlé, au moment de la conversion d'un profil, si on passe du sRVB ou Adobe RVB ou l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un risque de compression du gamut en fait? Alors, c'est pour ça que je disais dès le départ, il faut travailler en RAW. L'avantage de travailler en RAW, c'est qu'on s'affranchit déjà à la base à l'acquisition d'espaces colorimétriques. On va travailler notre image dans l'espace du logiciel de d'érotisation, j'aime pas ce terme, mais de développement de fichiers. Il travaille déjà dans un espace qui est très étendu. Il y a Melissa chez Lightroom, DxO a son propre espace aujourd'hui qu'ils ont élargi, etc., etc. Déjà, on travaille dans un espace qui est très très large. Ensuite, déjà pour affiner son fichier, on va travailler en 12 bits ou en 16 bits. Ça permet d'être encore plus fin, etc. C'est une fois qu'on va enregistrer notre fichier que les choses vont réellement... On va définir en fait un espace. Si on reste en RAW, pour tous les gens qui n'utilisent que des logiciels de développement RAW, la question ne se pose même pas en fait. C'est j'imprime depuis Lightroom aujourd'hui. Si par exemple, entre-temps, tu as généré un JPEG sRVB, si tu veux imprimer après ce même fichier en meilleure qualité et exploiter on va dire Adobe RVB, tu vois, en CMJN, est-ce que tu dois repasser par le RAW du coup? Alors non, de toute façon, à partir du moment où tu as exporté ton fichier, donc j'ai dit tout à l'heure que l'idéal étant d'exporter dans l'espace colorimétrique le plus large. Ouais. C'est le mieux disant. Mais si tu as un fichier sRVB, de toute façon, ce fichier qui par nature déjà il tient dans l'Adobe RVB, qu'il soit en Adobe RVB ou en sRVB, les couleurs que tu vois, de toute façon, à l'écran, elles vont être affichées en théorie de manière correcte. Et le but justement de la gestion des couleurs par la communication des profils va être de restituer ton fichier au mieux. C'est que justement, je pense qu'il faut faire une petite précision entre l'espace couleur du fichier et l'espace de travail. Parce que d'ailleurs, quand on ouvre une image dans Photoshop, première question que Adobe nous pose, est-ce que vous préférez convertir ou supprimer car l'espace colorimétrique intégré ne correspond pas à l'espace de travail? Bon, alors peut-être on va essayer de définir ce qu'est l'espace de travail. Après, tu nous donneras tes recommandations sur le choix à faire à ce moment-là. Alors bon, ça, je l'attendais un peu. Alors l'espace de travail, quand on est photographe, alors je ne vais pas dire que c'est pas important l'espace de travail dans Photoshop, mais c'est qu'il faut bien dans le logiciel de retouche. Là, on n'est pas dans Camera Raw, on n'est pas dans Lightroom, on n'est pas dans DxO, il n'y a pas d'espace de travail. Il a son espace de travail, on n'y touche pas, on lui indique rien. On leur indique rien, ces logiciels. Dans Photoshop, on est dans un logiciel qui est à la fois utilisé par des photographes, des illustrateurs, des créatifs, des gens qui créent. Donc, quand on va créer une image, il va bien falloir qu'on la définisse quelque part. Donc, on va définir... Genre, créer un arbre en plus ou un truc, quoi. Non. Tu pars d'une feuille blanche. Oui, c'est ça. Tu pars pas, voilà. Tu pars d'une feuille blanche, au même titre que toi, quand tu as ta carte mémoire dans ton appareil, c'est ta feuille blanche. Tu vas faire des photos. Je disais qu'on les faisait en RAW, mais on pourrait dire, j'ai défini mon espace, c'est l'Adobe RVB. Dans Photoshop, il faut bien qu'on définisse un espace de travail pour ça. Et ce qui va expliquer, qui va répondre à la question que tu as amenée après. Donc, je définis un espace de travail. Moi, par défaut, pour le sRVB, c'est un choix qui m'est propre à moi par rapport à ce que je fais de mes photos et comment elles circulent. J'utilise l'espace sRVB, l'espace RVB ECI. Parce que c'est un espace colorimétrique qui est plutôt bien défini et conçu pour les exports vers la presse, c'est-à-dire vers le CMJN, c'est-à-dire que je pars d'un grand espace vers un petit espace. Alors, ne me demandez pas comment ça a été conçu par les scientifiques qui ont fait ça, mais l'expérience prouve, et les recommandations des photograveurs, tous recommandent de partir de cet espace
pour aller vers le CMJN. Donc moi, par Peu défaut, le plus, peu le moins. Enfin, Voilà, c'est c'est-à-dire- cette logique-là, quoi. voilà, il est plutôt bien conçu au niveau de ses tables, en fait. Hein. Tu me disais, il y a un moteur, par exemple, il y a le moteur Adobe, il y a le moteur Apple. Moi, par défaut, qui utilise Photoshop, j'ai gardé le moteur Adobe qui va très, très bien. Ensuite, tu disais, quand on ouvre un fichier dans Photoshop, il me dit, est-ce que je conserve ou je ne conserve pas, etc., etc. Alors ça, déjà, c'est selon ce que tu vas avoir défini dans les réglages de la gestion de la couleur de Photoshop. Tu peux très bien lui dire rien. Il se passe rien, tu vas même pas avoir une alerte, il va l'ouvrir. Ensuite, il va te proposer et te dire, il y a un profil dans ton image qui ne correspond pas à ton espace de travail. Est-ce que tu veux garder l'espace de l'image ou le mettre dans ton espace de travail? Bien entendu, si moi, j'ai défini mon image là-dedans, il faut que tu la gardes dans cet espace. Donc, tu vas choisir, je garde. Maintenant, tu peux très bien dire par défaut, moi, ma chaîne, tu es un prestataire de pré-presse, ma chaîne passe par ce truc-là, etc., etc. Je convertis dans mon espace qui est CMJN, par exemple, et je fais mon flux de travail. Voilà, Et en ça, gros. pourquoi le faire avec Photoshop ou un logiciel tiers? On peut pas le faire avec le pilote de l'imprimante? Alors, le pilote de l'imprimante, alors, lui, il ne propose pas de toute façon tout ça. Et alors, c'est pour ça que ça rejoint aussi ce que disait Sébastien tout à l'heure dans sa petite intervention. Canon propose par exemple un logiciel qui effectivement va aider le photographe à imprimer. Faire des choix visuels. Faire quoi. des choix, mais c'est des choix. Ouais. Alors, je vais pas dire que c'est empirique, mais c'est-à-dire que là, on s'affranchit de la gestion de la couleur. C'est-à-dire que là, en gros, c'est comme si on s'adressait à un pilote. Parce Mais on que- fait confiance en fait. Voilà, il faut faire confiance. On part du principe que si on va adopter ce paramètre-là, c'est répétable à envie et il va toujours me ressortir ça. C'est vrai que pour les gens qui ne veulent pas se poser de questions par rapport à ICC, etc., c'est un chouette outil. Alors, il est, je crois, en version indépendante ou on peut l'insérer sous forme d'un plugin via Photoshop. Mais effectivement, c'est une très, très bonne solution. Mais ça veut dire que, bah voilà, j'ai choisi ça. Mais je peux choisir ça. Moi, ce qui m'intéresse d'emblée, c'est de me dire, alors, l'avantage du RAW, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, voilà, j'ai fait mon fichier comme ça, j'ai décidé que j'étais fidèle déjà à ce que j'avais vu, à ce que je veux rendre. L'avantage du RAW, c'est que demain, je veux faire une autre version parce que je ne suis pas de la même humeur, parce que j'en fais ce que je veux. L'importance d'ICC, c'est que je vais toujours obtenir quelque chose de cohérent dans ma chaîne graphique. La méthode empirique, elle fait que si j'ai changé d'avis, ce que j'ai fait avec mes planches contact, il faut que je le refasse. Mais c'est une très très bonne solution. Mais ça revient à dire, est-ce que j'utilise ICC ou est-ce que je fais confiance au pilote de mon imprimante chez Canon ou chez Epson? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai aussi des possibilités de réglage dans mes logiciels, que je fasse du noir et blanc. Du reste, le mode noir et blanc avancé des pilotes, c'est celui qui est pratiquement recommandé. Alors, bien entendu qu'on peut faire des profils adaptés parce que à l'impression noir et quand blanc, même mais... pas plus mal de se familiariser avec les pilotes d'impression quand même, parce qu'à un moment ou un autre, ça sert. Et en plus, moi j'en parle très très souvent, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin j'aime pas dire ça, c'est façon de parler. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que quand même les développeurs des fabricants d'imprimantes, c'est quand même pas des manchots. Ils ont retroussé un petit peu les manches et déjà ils ont développé un pilote qui correspond parfaitement à leur tandem, à eux, imprimante, papier connu de l'imprimante, etc. Ça marche, mais super bien. Franchement, moi j'ai fait des comparaisons à l'aveugle, avec moi et d'autres. On sort la même image avec le profil ICC du papier et on court-circuite ICC, on se remet au bon soin du pilote, on imprime et on met les papiers sur la table et on dit qui et quoi. Je défie quiconque aujourd'hui, je l'ai fait chez les fabricants d'imprimantes, de retrouver qui est qui dans beaucoup de cas. Alors, dans des papiers très spécifiques comme les papiers fine art, oui, il y a toujours un petit avantage au profil, on va dire. Mais il y a eu un énorme boulot qui a été fait au niveau de tout ce qu'il y a au niveau du traitement de l'image dans le pilote. Et il n'est pas idiot pour beaucoup de se dire ça marche bien. Alors évidemment, quand on veut mettre les mains dans le moteur de la gestion des couleurs au moment de l'impression. Donc on l'a bien compris, on a une image qui a un certain nombre de couleurs qui sont affichées sur un écran qui a un certain profil ICC et qui vont devoir être restituées sur un couple imprimante plus papier qui lui-même a son propre profil ICC. Et donc la gestion de la couleur, c'est le moteur qui va permettre du coup de venir positionner les couleurs d'un premier espace dans ce deuxième espace.
Il y en a plusieurs, des moteurs, on l'a évoqué. L'ACE d'Adobe, soit on laisse le driver de l'imprimante gérer, ou même les systèmes d'exploitation ont aussi leur propre moteur. Et quand on met vraiment les mains dans le cambouis, il y a des paramètres sur lesquels on peut influer à ce moment-là qui vont en gros essayer de donner la manière de fonctionner pour réussir à faire rentrer des couleurs qui sont hors gamut au niveau de l'impression sur une feuille de papier. Il y en a beaucoup et je vous propose qu'on écoute Volker Gilbert qui est journaliste spécialisé, lui aussi grand spécialiste de la gestion des couleurs, nous expliquer la différence entre colorimétrie relative, absolue, perception, etc. On l'écoute. Alors, pour comprendre en fait le rôle de ces modes, il faut simplement savoir que finalement, en fait, l'espace source, donc c'est-à-dire l'espace couleur dans lequel la photo se trouve, est généralement beaucoup plus large que l'espace cible, c'est-à-dire l'espace en fait dans lequel on va imprimer l'image. Donc, il faut effectivement traduire les couleurs en fait d'un espace plus large vers un espace plus petit. Et là, il y a effectivement plusieurs intentions, il y a plusieurs approches en fait pour se faire. Et de manière générale, il y a 4 modes différents qu'on pourrait choisir en fait justement pour traduire ces couleurs-là. Et en fait, il y a 2 qui sont dédiés plutôt à la photographie. Il y en a 2 autres qui sont dédiés plutôt au graphisme ou alors à l'impression ou alors à la publicité, etc. Donc, pour commencer, en fait, on a le mode perceptif ou perception, en fait, selon le logiciel, qui fait en sorte, en fait, que toutes les couleurs qu'on a, en fait, dans l'espace source sont désaturées et ainsi adaptées pour rentrer dans l'espace cible. Il y a également le mode colorimétrie relative, qui fait en sorte que toutes les couleurs, en fait, communes à ces 2 espaces ne changent pas, mais les couleurs qui se trouvent à l'extérieur de l'espace cible vont être ramenées en fait jusqu'au bord de cet espace-là. Donc moi je sélectionne en fait l'un ou l'autre de ces deux modes-là, colorimétrie relative ou alors perception, selon l'image en fait que j'ai, et je vais toujours vérifier dans Photoshop en fait lequel des 2 privilégier pour avoir en fait la moindre perte possible. Donc ce raisonnement s'applique au moment de l'impression, mais aussi au moment de l'épreuvage écran. C'est exactement la même mécanique. Si on se rend compte, Patrick, à l'impression ou à l'épreuvage écran, que y a des problèmes et que finalement des couleurs hors gamut sont mal restituées sur son papier ou à l'épreuvage écran, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de manipulation de fichiers pour essayer de faire rentrer tout le monde à l'intérieur? Ça se joue principalement sur la saturation, si j'ai bien compris, les couleurs. Alors en fait, Volker a plutôt bien résumé la situation. Effectivement, pour la photographie, on a vu qu'il y a 4 modes de rendu, mais en photographie, on se sert principalement du mode perceptif, associé généralement à la compensation du point noir du reste, et le mode de colorimétrie relative. On a vu que c'est la manière de faire rentrer le gamut dans l'espace cible vers lequel on va. Pour répondre à ta question, en fait, effectivement, l'épreuvage va déjà, ou le softproofing, va avoir déjà un rôle important parce qu'il va nous permettre déjà d'anticiper ce rendu sur le papier. Là se pose une question pour le photographe, que j'ai aussi évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que je corrige un petit peu? Est-ce que je peux corriger dans les limites de ce que va me proposer le papier? Parce qu'évidemment, alors on travaille toujours sur une copie du fichier ou depuis le RAW, mais là il parle de Photoshop, donc dans Photoshop, copie de fichier, et je vois jusqu'où je peux corriger pour essayer d'approcher au plus près le rendu que j'avais avant mon softproofing. Et là, je suis content, ok, j'imprime. Ensuite, il y a un autre cas de figure, et celui-là, il faut l'envisager, et il est même très très important à garder à l'esprit, c'est, moi il m'est arrivé plein de fois, comment on trouve un papier? Moi, des papiers, j'en découvre dans les petits swatchbooks fournis par les fabricants. Je vais voir des expos, je vois des papiers. Des fois, on s'est renseigné, on sait qui a tiré, quel labo, quel papier. Il dit, ah putain, il est beau ce papier, je le veux pour mes images. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est un papier qui me plaisait bien. Et puis, en fait, il ne va pas du tout
avec mes images. Moi, j'ai des couleurs qui claquent, j'ai des couleurs pétantes, et tu vas aussi comprendre pourquoi je dis ça. C'est que je me dis, mais ce papier, bah, j'oublie. Parce que de toute façon, j'aurais beau essayer quoi que ce soit, il ne rendra jamais mes images, je vais y perdre. Donc déjà, ça c'est un choix important. Après, Volcker a souligné qu'on avait 4 intentions de rendu quand il y a des conversions qui se font, donc perceptif et relatif. Il y en a un que moi j'utilise parce que vous connaissez tous les deux un petit peu mes images. Moi j'ai beaucoup de couleurs, beaucoup d'aplats en fait, si tu veux. Et ce mode que moi je décommande pour la photo, c'est le mode colorimétrie absolue. Volcker l'évoquait tout à l'heure, qui est bien adapté aux arts graphiques, pour les aplats, etc. Moi j'ai beaucoup d'aplats de couleurs. J'ai beaucoup moins de détails dans mon travail sur les coques que je ne l'aurais sur mes photos de reportage, par exemple. Là, c'est un des modes que j'utilise presque le plus couramment pour mes impressions. Donc, c'est bien spécifique. Il faut bien mesurer, il faut bien anticiper et parfois même faire le choix de se dire, bah, ce papier, non. Et dans l'anticipation, il y a le repérage aussi. Il y a des outils qui permettent de repérer les couleurs qu'on ne pourra pas reproduire par les différents périphériques. Je pense à commande couleurs non imprimables. Oui, alors, est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que c'est utile? Alors, dans Photoshop, par exemple, quand on fait imprimer et qu'on a choisi le profil papier qu'on veut utiliser, on a sous la fenêtre de visualisation de nos photos, effectivement, une petite coche. Oui, c'est l'éprovage, je ne sais plus comment il l'appelle. Enfin, on le coche et c'est couleur non imprimable. Voilà, je te cherchais. Qu'on peut aussi afficher avant même d'imprimer, on peut afficher couleur non imprimable. Alors, je ne vais pas dire que je décommande l'utilisation de cet outil. Il peut avoir une pertinence, mais franchement, entre ce qui dit qu'il n'est pas imprimable, ben si, il imprime. Donc, il serait plutôt judicieux de ne pas appeler ça déjà couleur non imprimable, mais couleur pas forcément bien reproductible, mais il va les imprimer. Couleur, on va y avoir des problèmes. Non, mais voilà. Non, mais non fidèle, en fait. C'est un indicateur qui va dire, attention, là, en théorie, mon papier, déjà, on sait qu'il ne va pas reproduire ce que j'avais vu. C'est déjà, avant même du soft proofing, un repère. Mais des fois, moi, je sais que je me disais, merde, j'ai quand même beaucoup de couleurs, qu'est-ce qui va me sortir? J'étais très content du résultat imprimé. Donc, il faut le garder, il faut le garder effectivement à l'esprit. Cette fonction-là, bah, elle va permettre éventuellement de se poser la question, et puis il va se dire, bah, il va quand même faire un essai, parce que des fois, je dis que l'épreuvage évite de faire des essais, mais des fois, il faut quand même le faire, l'essai. Ouais, en fait, il faut le faire. Au mieux, non, pas forcément. Quand on n'a pas trop d'alerte comme ça, on se dit, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut se dire, finalement, bah, ouais, le papier, je ne l'aime pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais on a des petits indicateurs. L'épreuvage permet d'anticiper, et couleur non imprimable permet quand même de se dire, bon, attention, là, il peut y avoir un souci. Donc, il ne faut pas non plus le négliger. Ok. Arrive donc désormais le moment fatidique de l'impression. De scénario s'offre alors aux photographes. Soit ils sont équipés de leur propre matériel, ils utilisent soit les profils ICC fournis par le constructeur de la machine ou le constructeur du papier ou les profils ICC qu'ils ont générés eux-mêmes, soit ils font appel à un laboratoire dont c'est le métier de faire ça, un laboratoire spécialisé comme par exemple l'atelier Photo d'Art qui est situé au 21 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e arrondissement de Paris. On vous propose d'écouter le témoignage de Hervé Pin, tireur numérique d'art, qui nous explique comment est-ce que lui, il travaille avec les photographes sur toutes ces questions de la gestion des couleurs. Bien, en général, lorsque les photographes nous apportent, nous téléphonent déjà pour nous demander un petit peu quelles sont les contraintes colorimétriques, on leur dit de ne pas trop toucher à leur fichier, de ne pas trop manipuler le fichier. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les photographes. Donc, en général, il est à côté de moi, on regarde le fichier, on s'appuie sur un écran vraiment bien calibré. Donc ça, c'est le premier conseil. Si les photographes veulent préparer leur fichier en amont, l'important, c'est d'avoir déjà un bon écran. Je préfère toujours, moi, voir le fichier avec le photographe sur un écran graphique. Et à ce moment-là, on a vraiment des couleurs réelles. On peut vérifier que les couleurs sont bien imprimables. Et puis, en général, moi, je fais une sortie. Donc, le photographe contrôle l'image à la sortie et s'appuie beaucoup sur l'image finale sur le papier. Donc là, après, on peut faire les ajustements à l'écran, qui est d'ailleurs très proche de la sortie, mais ça permet de faire les derniers ajustements. Pour la préparation, je dirais que l'important, c'est s'il travaille dans Photoshop,
c'est de bien configurer la partie couleur. Il y a un menu qui s'appelle le menu édition. Quand on va dans le menu édition couleur, espace de travail, souvent, quand je regarde les portables des photographes, il est soit sur sRGB, soit sur carrément le profil écran. Donc l'espace de travail ne doit jamais être l'espace du profil de l'écran. En fait. Ça doit être l'espace Adobe RGB en général, qui est très bien pour la plupart des photos. Alors en effet, on peut fournir les profils ICC, mais en pratique, on a très peu de demandes. En fait, les photographes me confient vraiment les fichiers, et après à moi de faire les bons ajustements pour que sur le papier, on ait le rendu final. En général, j'ai très peu de photographes qui simulent à l'écran le rendu d'un profil papier. En fait, on a très peu de tirages à refaire. Si on refait des tirages, c'est pas parce qu'il y a une énorme différence, c'est juste parce qu'il y a des fines corrections à faire ou des petits ajustements liés à la perception des couleurs qui sont un peu différentes à l'écran et sur le papier. Même si on est très bien calibré, on peut avoir, même en faisant un épreuvage écran, quand même une différence de perception qui fait que, bon, peut-être qu'on va faire un deuxième tirage pour compenser le contraste, la luminosité peut-être un peu plus forte, essayer de saturer peut-être une ou deux couleurs qui ont perdu un petit peu sur le papier, mais c'est vraiment très subtil en fait. Bon, on se rend compte que finalement, l'idéal, c'est d'aller au comptoir, d'aller discuter avec un être humain et puis de faire confiance aux professionnels dont c'est le métier sur un écran art graphique. Il le reprécise une fois de plus. Alors oui, bah évidemment, là, on s'adresse à un labo, je les connais bien, en plus c'est vraiment des bons. Un photographe qui connaît bien le process, qui connaît bien l'impression, qui connaît ses papiers, etc., qui connaît le labo avec lequel il bosse, qui connaît les papiers du labo, l'épreuvage écran, c'est un bon indicateur, il peut un peu travailler son fichier. Je dis qu'il peut faire confiance à toute cette chaîne-là. Maintenant, c'est vrai que, et moi, c'est aussi ce que je recommande à beaucoup de gens qui justement veulent pas trop mettre les mains dans le cambouis. Bon, il y a une chose, au moins on est tous unanimes, c'est l'écran. On a tous compris que l'écran était fondamental, que je tire ou pas, de toute façon l'écran c'est le juge de paix, c'est lui qui. Un labo pro comme Photodar, et puis avec des tireurs comme Hervé et d'autres, hein, c'est vrai chez Picto, c'est vrai chez tous les labos professionnels, l'avantage qu'on a à passer par ces gens-là, c'est que on a affaire à des spécialistes, des gens qui connaissent, qui maîtrisent la gestion des couleurs, ils connaissent leur papier, ils connaissent leur machine, et quand vous arrivez chez ces gens-là, voilà, vous arrivez avec vos fichiers, et la personne va pouvoir vous dire, en fonction de l'image que vous avez, déjà, il va pouvoir vous orienter sur les papiers. Vous ne connaissez pas forcément tous les papiers. Eux connaissent plutôt bien. Ils connaissent leur papier déjà eux, mais vous pouvez venir avec une idée spécifique. Hein. Vous avez vu un papier qui vous plaît. Est-ce que vous pourriez me tirer sur ce papier-là? En général, ils les connaissent un peu. Ils peuvent dire oui, pourquoi pas, ils vont l'acheter. Et après, ils prennent en charge justement le process. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous reposer sur quelqu'un qui connaît bien les choses, qui fera 1, 2, ça peut même être 3 tirages, hein, en compagnie, enfin avec vous. Et dans de bonnes conditions d'éclairage, parce que ça c'est important. Alors voilà, pour évaluer les couleurs. Il faut peut-être que tu nous en dises un mot quand même. Alors ça, on en parlera effectivement. Je l'ai souligné un petit peu au départ, les conditions d'observation sont fondamentales. Eux, évidemment, c'est les professionnels. Ils ont leur machine, tout est étalonné. Ils ont des écrans art graphique. Alors, art graphique parce que ce sont des ISO, des choses comme ça qui coûtent un peu cher. Mais si on prend aujourd'hui un BenQ, si on prend des Asus de la gamme ProArt, par exemple, bien calibré, moi je dirais que ce sont aussi des écrans, on va dire, art graphique. Bien sûr. Ce qui importe, c'est qu'ils soient capables de restituer un gamut étendu et une fidélité des couleurs la meilleure qui soit. Alors évidemment, hein, plus on tape haut en gamme, mieux on a l'assurance de ça. Ensuite, effectivement, les conditions d'observation des tirages chez ces gens-là, chez Photodar notamment, ils ont une cabine d'éclairage qui est normalisée et ça permet d'être sûr que, justement, par rapport à la cohésion de ce qu'on a à l'affichage écran et la restitution et visualisation du tirage, on soit dans les mêmes conditions d'observation. Ça, c'est fondamental. Alors, on sait quand même qu'entre un écran qui est émissif et un papier qui, lui, c'est complètement différent, un écran et du papier. On sait qu'on a des petits écarts. En plus, les écrans dalle brillante ou dalle mat, etc., on a toujours des petits écarts. Ce qui importe déjà, c'est ces conditions-là. C'est qu'on soit dans le même... par exemple, au niveau de la température de couleur. En art graphique, on est en D50. Là, on n'est pas en art graphique, on est en photo. En général, c'est en D65. Voilà, en gros. Il faut que ces conditions soient réunies. Là, on peut y aller sans problème, sans se poser de questions. J'ai mon fichier, j'ai fait ma petite post-prod, ça va bien.
Hervé le soulignait tout à l'heure, venez avec votre fichier, vous ne touchez plus à rien, et nous on s'occupe du reste. On fera les petits ajustements qu'ils vont, ils savent faire, ils connaissent leur machine, ils connaissent les papiers, ils savent où il faudra ou pas. Un premier ou un deuxième tirage test va préfigurer le ou la série de tirages définitifs. Est-ce que tu crois que les profils maison que ces laboratoires font sur leur machine, avec les papiers qu'ils ont sélectionnés, sont plus précis, meilleurs que les profils qui sont fournis directement par les constructeurs? Je dirais que quelqu'un qui connaît bien la gestion de la couleur et l'utilisation d'un spectro et de ce qu'on va pouvoir en faire, il va pouvoir éventuellement ajuster un petit peu ses courbes, un petit peu essayer d'optimiser au mieux sa gamme de gris. Mais franchement, aujourd'hui, quand on voit quand même la qualité des profils fournis par les fabricants, c'est plutôt bien. Mais eux ont intérêt à le faire dans la mesure où ils ont des papiers plutôt variés. Ils veulent être sûrs que, en fait, ils ont la maîtrise complète de leur chaîne. Bah, c'est Dans ça. ce sens-là, ça va rassurer le photographe qui vient pour tirer. Il se dit, bon, ouais, ils savent de quoi ils parlent, ils savent faire, ils maîtrisent l'intégralité de leur chaîne et il y a un réel intérêt de le Parce faire. qu'il y a plein d'autres paramètres qui peuvent influer sur le gamut et le profil ICC d'un couple imprimante plus papier dont on n'a pas parlé. Combien de temps après le séchage de l'encre on fait les mesures? Est-ce que des lots d'encre différents rendent exactement la même chose? Est-ce que des lots de papier différents rendent exactement la même chose? Bon, évidemment, je pense qu'un laboratoire spécialisé comme ça fait ses profils de manière régulière Exactement. pour voilà, garantir, essayer de limiter tant que possible les moindres aléas ou variations possibles, quoi. Déjà, quand on parle de calibration d'écran, on sait qu'un écran, il vit un petit peu, donc on le recalibre régulièrement. Déjà, ça, il faut qu'on s'assure de Minimum ça. quoi, un mois, une fois par mois? Les gens qui travaillent l'image, je dirais qu'ils les calibrent, je ne vais pas dire tous les jours, mais ils les calibrent pratiquement toutes les semaines. Quand on tape dans le très haut de gamme des moniteurs, la question ne se pose même pas, c'est calibré presque tous les jours. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire que chez ISO, par exemple, un moniteur ISO, on lui dit telle heure, tel jour. En général, on fait ça même la nuit. Ça se fait tout seul. Même quand l'ordinateur est éteint, le petit process se lance, le petit colorimètre sort, il fait son petit check, machin, il fait les réajustements qu'il faut et youpi. Ensuite, quand on fait soi-même sa calibration avec un colorimètre indépendant, les logiciels ont des petites alertes. On dit toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Il faut le faire régulièrement. Les labos, évidemment, eux, contrôlent qualité. En même temps, beaucoup essayent de répondre à des normes ISO, machin, etc. Les normes ISO imposent que blabla, je calibre régulièrement je fais ça. Et pour m'assurer justement que mes lots de papier peuvent bouger, je calibre régulièrement mes papiers, je refais mes profils pour ce lot-là, etc., etc. Bon. Ensuite, tu parlais de l'incidence éventuellement des encres en fonction des lots d'encre. Donc là, je me dis quand même que les fabricants, quand ils conçoivent de l'encre, que j'achète un bidon aujourd'hui ou que j'achète un bidon dans 6 mois ou dans 1 an, c'est la même formulation, ça doit être exactement pareil. C'est leur intérêt, parce que ça veut dire que si ce n'est pas le cas, tous les profils que eux fournissent, mais tous les profils aussi qu'on fait à des fabricants, s'il y a des variables en fonction des lots d'encre, où est l'utilité des profils ICC? C'est peut-être des petites variables qui montent et qui descendent et qui reviennent. Ce qui est important à souligner, c'est que justement, pourquoi les labos, notamment, surtout les labos, font régulièrement des profils papier, c'est imaginons que, on ne sait jamais, pour X raisons, un fabricant d'imprimante change la formulation d'une de ses encres, pas forcément toutes, quelle que soit la couleur du reste, eux, au moins, ils sont sûrs que quand ils vont avoir refait leur profil, il n'y aura pas un poil d'écart par rapport à ce qu'ils auront observé, eux, à l'établissement du profil. Voilà. Ok. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces explications. J'espère sincèrement qu'après ces 2 émissions, la thématique de la gestion des couleurs est plus claire dans la tête de nos auditeurs, photographes et vidéastes.